Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Le franc CFA, c'est une monnaie qui est née le 26 décembre 1945, jour où la France ratifiait les accords de Bretton Woods et procédait à sa première déclaration de parité au Fonds monétaire international, c'est-à-dire 15 années avant l'indépendance du Togo. Le franc CFA est produit depuis sa création en France, à Clermont-Ferrand, par la Banque de France, dans son usine de Chamalières. Il est utilisé par 14 pays, dont les 8 de l'UEMOA et les 6 de la CEMAC. Il est dénommé le franc des colonies françaises d'Afrique à sa création. Puis à partir de 1958, la dénomination a changé en franc de la communauté financière d'Afrique pour l'Afrique de l'Ouest et franc de la coopération financière en Afrique centrale pour les pays de l'Afrique centrale. À partir de 1958. À sa création, le franc CFA pesait plus lourd que le franc français. Un franc CFA valait alors 170 francs français. Et cette valeur a augmenté en 1948, au moment de la guerre, où il y a eu la dévaluation du franc français. Et cette valeur est passée donc de 1,70 à 2 francs français. Ce n'est donc qu'à partir de 1960, à l'instauration d'un nouveau franc français, que le franc français a commencé par peser plus lourd que le franc CFA. Un franc français valant donc 50 francs CFA. Puis cette valeur a doublé, comme vous le savez, à partir du 12 janvier 1994, jour de la dévaluation du franc CFA. Et depuis le 1er janvier 2002, il y a eu une autre parité avec l'euro. Et donc c'était la date de la mise en circulation de l'euro. La convention qui définit le franc CFA que nous utilisons aujourd'hui, que nous appelons communément Convention de coopération monétaire, a été signée avec la France le 4 décembre 1973. C'est brièvement ce que je peux dire par rapport à l'historique. Il y a plusieurs reproches qui sont faits au franc CFA. Il y a des reproches que nous pouvons dire politiques ou de souveraineté et des reproches d'ordre économique. Les reproches d'ordre politique, il y a l'unité de compte. Vous savez, la monnaie est définie par 3
caractéristiques. Il y a l'unité de compte, il y a la réserve de valeur et il y a l'intermédiaire des échanges. Donc l'unité de compte qui est le franc CFA, la dénomination. Toujours par rapport à la souveraineté, il y a la centralisation des réserves de change. Et il y a la centralisation plutôt de la production de la monnaie. Il y a ensuite la représentation de la France dans les instances techniques des institutions, notamment dans le conseil d'administration de la BCEAO. Et il y a aussi la garantie de convertibilité. Au fait, la dénomination, comme vous le savez, c'était franc des colonies françaises d'Afrique au départ, qui est devenu franc de la communauté financière d'Afrique. Donc les gens reprochent à cette dénomination de rappeler toujours le colonisateur. Pour ce qui concerne la centralisation de la production, comme on l'a déjà dit, le franc CFA est produit à Clermont-Ferrand en France par la Banque de France. Mais vous savez, le franc français était produit par la Banque de France, le yen est produit par la Banque de Japon, le yuan est produit par la Banque de Chine, etc. Donc il était normal que le franc CFA également soit produit par la BCEAO, du moins que la BCEAO décide librement de l'endroit où elle devait donc produire le franc CFA, ce qui n'est pas le cas. Si nous prenons la représentation de la France dans les instances techniques des institutions, notamment le conseil d'administration, la convention de 1973, que nous avons appelée convention de coopération monétaire, dit que la France va être représentée par 2 personnalités au sein du conseil d'administration de la BCEAO. Et la BCEAO étant donc un organe de souveraineté monétaire, il est normal que les gens considèrent un peu la présence française comme une atteinte à notre souveraineté. Enfin, il y a la garantie de convertibilité. Vous savez, la France accorde une garantie de convertibilité illimitée et inconditionnelle au franc CFA. C'est-à-dire que la France s'engage à répondre à toute demande de conversion du franc CFA par les banques centrales des 2 zones CFA. Quelles que soient les situations, c'est-à-dire même en cas d'épuisement des réserves de change, parce que ce sont les réserves de change qui soutiennent les conversions, mais même en cas d'épuisement des réserves de change, la France s'engage donc à répondre aux demandes de conversion des banques centrales. Là également, les gens considèrent qu'en tant que des pays souverains, nous devons être à même de pouvoir garantir la conversion de notre monnaie au plan international. Pour ce qui concerne les reproches économiques, il y a d'abord l'arrimage. L'arrimage à taux fixe au franc, d'abord au franc français, puis maintenant à l'euro. En fait, c'est quoi l'arrimage? Une monnaie arrimée à une autre monnaie, lorsqu'elle est en régime de change fixe par rapport à cette monnaie, qui lui apporte par des accords de convertibilité la garantie internationale nécessaire aux opérations de change avec les autres monnaies. C'est-à-dire que c'est pas ça que les opérations entre le franc CFA et d'autres monnaies peuvent se faire. Maintenant, cet arrimage à taux fixe a quelques conséquences économiques que généralement les gens reprochent au franc CFA. Premièrement, c'est les difficultés au niveau des exportations. Vous savez, l'euro est une monnaie forte. En fait, c'est quoi une monnaie forte? Une monnaie forte, c'est une monnaie qui fait office de réserve de valeur sur le marché de change. C'est-à-dire, grâce à sa stabilité, donc la monnaie donc, fait office de réserve de valeur sur le marché de change.
Donc l'euro étant une monnaie forte, l'arrimage du franc CFA à l'euro fait systématiquement du franc CFA une monnaie forte. Maintenant, la force d'une monnaie n'est pas un problème en soi, ça a des avantages. Mais une monnaie forte pour des économies faibles que nous sommes, cela pose un certain nombre de problèmes. Cela veut dire quoi concrètement? Cela veut dire que si votre monnaie est forte, les coûts de production sont élevés, c'est-à-dire le coût des intrants, de la main-d'œuvre, de la production, c'est élevé puisque vous avez une monnaie forte. Maintenant, quand vous exportez vos produits à l'extérieur, vos produits ne sont pas compétitifs parce qu'ils coûtent cher à cause de coûts de production. Maintenant, cette force est compensée dans les pays du Nord par la production de chaînes, puisque ce sont des économies industrialisées. Donc la production de chaînes fait que, même si la monnaie est forte, la production, le coût d'un produit revient moins cher. Vous allez voir ça souvent, même quand vous demandez aux imprimeurs de produire quelque chose, quand vous demandez le même prix, par exemple, produisez-moi 100, ce n'est pas le même prix que vous payez quand on a la même chose. Vous demandez une production de 10 000 ou de 20 000. Donc quand il y a une production de chaîne, le coût diminue. Donc cette force de la monnaie est compensée en réalité dans d'autres pays par le développement du secteur secondaire. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Ce qui fait que quand nous exportons, nos produits sont chers et ne sont donc pas compétitifs sur le marché international. En dehors de la force de la monnaie, son effet sur les exportations, il y a la limitation de la politique monétaire. De façon classique, les objectifs sont la stabilité des prix, la stabilité du taux de change et la stabilité des taux directeurs. Mais il y a des moments où, pour une raison ou une autre, on peut être obligé de jouer sur la valeur de sa monnaie. Changer le taux de change, parce que soit on veut faire rentrer des capitaux étrangers, ou soit on veut faire sortir les capitaux nationaux. Donc on peut être amené à jouer sur le taux de change, on peut être amené à jouer sur les taux directeurs au niveau de la Banque centrale pour réguler donc un certain nombre de choses, surtout en cas de choc extérieur, ce qu'on appelle en économie choc extérieur. Mais si la monnaie est fixe, si le taux est fixe, la monnaie ne se prête pas à ces jeux actifs. Donc ça fait que la politique monétaire est limitée. On peut jouer sur les taux directeurs, mais la modification de taux de change pose un certain nombre de problèmes. La troisième conséquence, c'est le plafonnement de l'inflation. En fait, l'inflation à des moments donnés a également des côtés positifs. Quand l'inflation est modérée, c'est-à-dire pas très élevée, généralement pas plus de 10%, l'inflation stimule la croissance par augmentation de la production. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a l'inflation, ça facilite le paiement des crédits par les emprunteurs. Ça encourage et ça récompense l'innovation. Dans ces conditions, ça augmente la production qui peut relancer le processus de la croissance. Alors que dans notre zone, puisque la politique monétaire de la zone CFA, qui est la même politique monétaire que la zone euro, est la stabilité des prix, le taux d'inflation admis dans la zone euro est autour de 1,2. Ce qui fait que les critères de convergence de l'UEMOA ont plafonné ici le taux d'inflation à
3%. C'est-à-dire que l'inflation ne doit pas dépasser 3%. Donc nous ne pouvons pas également jouer, quand le besoin se fait sentir, nous ne pouvons pas également jouer sur le taux d'inflation pour relancer notre croissance. Donc ce sont les grandes conséquences de l'arrimage à taux fixe. À part donc l'arrimage à taux fixe, il y a la centralisation des réserves de change. Vous savez, la Convention de 1973 demande qu'il soit créé un compte d'opération au niveau du Trésor français où la moitié des réserves de change des pays de la zone franc sont déposées chaque année, moyennant bien sûr des rémunérations avec un taux plafond de 1,5% et un taux plancher de 0,75%. Maintenant, la centralisation de ces réserves de change a quand même des effets sur nous. Parce que c'est quoi, en fait, les réserves de change? Les réserves de change, ce sont des avoirs détenus par la Banque centrale ou par un État en devise étrangère ou en or. Ça va servir à quoi? Les réserves de change servent à aller contre les déficits du balance commercial. C'est-à-dire quand il y a des chocs extérieurs, en l'occurrence en cas de déficit du balance commercial, les réserves de change vont venir donc tamponner ces déficits-là. Ou ça peut servir également à réguler le taux de change. Ça peut servir également à investir. En réalité, la réserve de change est appelée l'arme de guerre des banquiers centraux. C'est comme votre arme économique. La réserve de change, c'est l'arme économique. Et vous l'avez pour réagir quand vous êtes attaqué. Et ce qui attaque l'économie, c'est ce qu'on appelle les chocs extérieurs. Donc, vous comprenez que quand il y a la moitié de ces réserves de change qui ne sont pas avec la banque centrale, donc sa force de réagir contre les chocs extérieurs diminue nécessairement. En dehors des réserves de change, nous avons la liberté des transactions courantes et des mouvements de capitaux. La Convention de 1973 permet la liberté des transactions. D'abord entre les deux zones francs, puis entre la zone franc et la zone euro. Donc, cette liberté, ça veut dire que vous pouvez faire des transactions de capitaux aisément entre les différentes zones. Et cela a des conséquences, parce que ça va contribuer à ce que les économistes appellent l'extraversion de l'économie. C'est-à-dire que ça va faciliter l'accumulation de la richesse qui est produite dans la zone franc ailleurs. Donc c'est ce que les économistes, comme je le disais, appellent l'extraversion de l'économie. Et surtout que cette transaction entre les deux zones francs même n'est plus très active depuis la dévaluation du franc CFA. Avec la dévaluation de 1994, avec cette modification de parité, cela n'est plus très actif même entre les deux zones francs, mais c'est beaucoup plus actif entre la zone franc et puis la zone euro. Donc c'est en quelque sorte, en résumé, les reproches qui sont généralement faits au franc CFA. Évidemment, s'il y a des inconvénients quelque part, il y a aussi nécessairement des avantages. Et les avantages du franc CFA, d'abord, c'est la stabilité de la monnaie. Vous savez que si vous constatez bien, vous allez voir que
nous n'avons pas les mêmes problèmes que ce qui se passe généralement, par exemple, au Ghana ou au Nigeria. Bientôt, on va dire que le Naira est à tel niveau, et jusqu'au soir ou le lendemain, le Naira chute. C'est la même chose qui se passe également à côté de nous au Ghana. Donc, cette fluctuation monétaire-là, nous ne connaissons pas ça ici. Ce qui fait que, même en cas de choc extérieur, on ne sent pas réellement l'effet des chocs parce qu'il n'y a pas cette variation de la valeur de la monnaie que nous voyons comme ça se passe. Donc c'est ce que les défenseurs du franc CFA disent, hein, la stabilité monétaire. Mais les autres, d'un autre côté, certains sont toujours contre cette stabilité qui est dite parce que aujourd'hui vous allez voir que le taux de crédit dans la zone franc est très élevé par rapport à la zone euro. Donc il y a certaines économies qui se disent, mais si le franc CFA était si stable, pourquoi il y a ce différentiel de taux? Donc c'est également ce problème-là. Et pourquoi il y a donc ce différentiel-là, hein, de taux? À part la stabilité, il y a la protection contre les dévaluations compétitives. C'est ce que je viens de dire. C'est-à-dire que quand il y a des dévaluations compétitives, nous ne sentons pas en réalité le fait de cette dévaluation compétitive compte tenu de la fixité du taux avec l'euro. À part ça, il y a la production qui se fait en France. Ceux qui défendent le franc CFA disent que ça amoindrit énormément les coûts de fabrication et les coûts d'acheminement du franc CFA vers la zone franc quand c'est fabriqué en France. Je n'ai pas les chiffres pour vous dire réellement quelle marge de bénéfice ça fait à la zone franc, mais il est quand même reconnu que ça diminue, hein, considérablement les coûts de fabrication et d'acheminement pour la zone franc. En dehors de ça, il y a la protection contre les détournements et les falsifications. Vous savez, étant donné que c'est produit en France, la qualité de la monnaie fait que ce n'est pas une monnaie facilement falsifiable. Et également, l'acheminement est si sécurisé que, hein, il n'y a pas des risques. Les risques de détournement sont très amoindris. Enfin, je peux parler de la baisse des prix à l'importation. Vous savez, quand une monnaie est forte, nous l'avons dit, les prix sont élevés à l'exportation, mais en contrepartie, il y a baisse des prix à l'importation quand nos pays, surtout en dehors de la zone euro. Mais ceci est un avantage, certes, mais nos économistes disent souvent, et ce n'est pas égal seulement les économistes, en réalité cette importation qui est plus ou moins, et je ne dirais pas aisée, mais plus ou moins aisée, fait que la production locale n'est pas encouragée. Ça explique quelque part le taux de chômage qui est élevé également dans nos zones. L'accord du 21 décembre 2019, qui a été signé à Abidjan, qu'on appelle communément l'accord 2986, a posé les bases de la création de l'éco-UEMOA. Poser les bases de la création de l'éco-UEMOA en faisant quelques modifications dans la Convention de coopération monétaire de 1973. Et cette modification concerne notamment la dénomination du franc CFA,
qui est donc, comme vous le savez, qui est passé donc du franc CFA à ECO. Mais ça concerne également la libération des réserves de change. Ça veut dire que, c'est-à-dire au plan politique, le changement de dénomination, au plan économique, la libération des réserves de change. C'est-à-dire que la France a décidé de libérer les réserves de change qui sont à son niveau, de les libérer. Maintenant, cela, ce qui nous a, moi particulièrement, un peu chagriné à ce niveau, c'est que il y a libération des réserves de change, mais il y a encore le maintien de la garantie de convertibilité illimitée et inconditionnelle. En réalité, les réserves de change constituent la garantie, la contrepartie à la garantie de convertibilité. Donc, si les réserves de change constituent la contrepartie à la garantie de convertibilité, la question qui se pose est de savoir si les réserves de change sont libérées alors que la garantie de convertibilité est maintenue, qu'est-ce qui vient maintenant en contrepartie de la garantie de convertibilité? Donc ça, ce sont des questions que nous nous sommes posées particulièrement. Donc, je dirais que en réalité, c'est les deux choses qui ont changé par rapport à la Convention de 73, par rapport à cet accord qui a d'ailleurs été approuvé par le Parlement français un an plus tard, le 10 décembre 1920. Mais si, comme je l'ai dit, si vous suivez bien, donc ce sont ces deux clauses qui ont fondamentalement changé. Pour ce qui concerne la représentation de la France dans les institutions, évidemment, ça a été touché également. Au lieu de 2 représentants désignés par la France, dans l'accord du 21 décembre, ce n'est plus 2 représentants désignés par la France, mais c'est un représentant, mais désigné de commun accord par la France et la PCA. Ce qui est quand même une avancée. Mais là, il y a 2 dispositions qui ont été ajoutées, mais qui disent que la France peut encore nommer une autre personnalité et qui aura voix délibérative si elle sent le besoin de le faire. Et également, elle peut demander une réunion à un niveau technique lorsque les besoins se font également sentir. Donc ce sont des dispositions qui ont été ajoutées. Donc c'est ce qui change de la Convention de 73 à l'accord 2986. Oui, la déclaration de 28 mai, c'est-à-dire qui a eu lieu dans notre pays, les états généraux de l'ECO, qui ont eu lieu dans notre pays du 26 au 28 mai dernier, a effectivement fait une déclaration à la fin, une déclaration avec 4 points, je crois, avec 4 points, mais qui ont été résumés par les organisateurs en 4 points essentiels. Mais moi particulièrement, je vais résumer ça en 5 points essentiels parce qu'il y a un point qui me paraît important. Bon, mais moi je vais résumer ça en 5 points. Le premier point, c'est la transformation structurelle des économies de notre zone. C'est-à-dire que la transformation structurelle qui va nous permettre de passer d'une économie à une autre forme d'économie. Deuxièmement, il y a le principe de la solidarité.
qui doit se matérialiser par la mise en commun, la mutualisation des réserves de change, donc, au niveau de tous les pays de la CEDEAO. Donc, et je tiens à préciser que les États généraux de l'ECO a bien précisé qu'il s'agit de l'ECO CEDEAO et non de l'ECO UEMOA. Le troisième point, qui est ce que moi j'ai ajouté au résumé, mais qui se trouve quand même dans la déclaration, c'est le ticket d'entrée. C'est-à-dire les conditions minimales de convergence macroéconomique pour entrer dans l'ECO. L'homogénéité structurelle qui est constatée aujourd'hui dans la zone franc, on a préféré donc passer par une monnaie commune avant d'aller à une monnaie unique. Et le cinquième point, ce sont les modalités de mise en œuvre de cette monnaie unique. En résumé, c'est ce que je peux dire. Oui, au fait, la transformation structurelle d'une économie, le dictionnaire définit cela comme une réallocation de l'activité économique des secteurs les moins productifs ou bien qu'on appelle les secteurs à faible potentiel vers les secteurs à fort potentiel. Ici, je pense que la transformation, je ne suis pas économiste, mais je pense personnellement que cette transformation économique va consister à faire passer donc les activités économiques des secteurs primaires et tertiaires qui constituent quand même les bases de notre économie aujourd'hui vers le secteur secondaire qui est le grand secteur pourvoyeur de valeur ajoutée et de valeur ajoutée et d'emploi. En réalité, quand vous suivez l'économie, nos économies, vous allez constater que ce sont des économies qui sont passées du secteur primaire au secteur tertiaire. Il y a eu ce pont-là. On n'a pas eu réellement un développement du secteur secondaire, c'est-à-dire l'industrialisation, qui est le grand secteur pourvoyeur d'emploi. Nous avons une économie spécialement primaire, basée sur l'agriculture, et l'exportation en l'état de nos matières premières. Maintenant, de l'autre côté, il y a le développement des services que nous constatons, que nous avons également. Mais il n'y a pas un véritable tissu industriel au milieu. Donc, je pense que cette transformation économique dont ils sont en train de parler, ou bien les États généraux ont parlé, ça doit être la manière de passer donc, de cette économie primaire vers une économie véritablement secondaire, hein, avec l'installation des grandes unités industrielles pour avoir une production de chaîne, la manière de booster donc, notre... Comme je l'ai déjà dit, la transformation économique des pays, de nos pays se justifie à partir du moment où nous n'avons pas une croissance très forte. Il y a deux phénomènes. Il y a d'abord une croissance qui n'est pas une croissance très forte, qui est moyenne, autour de 5-6%. Mais également, on a constaté la non-inclusivité de cette croissance. Elle n'est pas d'abord forte, mais elle n'est pas inclusive. Donc, à partir
partir de cet instant, elle n'arrive pas à absorber le chômage. Donc, si on prend le premier cas, que ce n'est pas une croissance forte, évidemment, pour pouvoir booster cette croissance, il faut nécessairement une transformation de cette économie, du secteur primaire qui a faible potentiel, donc vers le secteur secondaire qui est un secteur à fort potentiel. Mais si nous admettons aussi que nous avons quand même une croissance, mais pourquoi cette croissance? Parce que la croissance que nous avons, même si elle n'est pas très forte, pouvait quand même suffire à absorber mieux le chômage que nous avons dans nos pays. Il suffit de prendre les pays émergents. Quand vous prenez les pays comme le Brésil, les pays comme l'Afrique du Sud, les pays comme la Russie, leurs croissances ne sont pas nécessairement plus fortes que les nôtres. Ils ont les mêmes croissances à peu près que nous, à l'exception de l'Inde et de la Chine qui ont souvent des croissances de 7-8%. Les autres pays, les autres pays émergents n'ont pas nécessairement une plus forte croissance que nous, mais ils arrivent quand même à absorber le chômage plus que nous. Pourquoi donc à notre niveau, la croissance n'est-elle pas inclusive? Donc là, il y a une seconde question qui se pose. Et j'ai déjà parlé de l'extraversion de l'économie. La structure monétaire aujourd'hui est telle qu'il est facile d'accumuler la richesse qui est produite ici. Ailleurs, par les trois critères, les trois clauses de la Convention de 73, que sont la fixité du taux, la garantie totale de convertibilité et la libre circulation des capitaux, ces trois clauses-là font que les richesses peuvent partir facilement de chez nous pour aller ailleurs. Donc ça fait que nous avons quand même une croissance qui au moins pourrait permettre déjà d'absorber une partie du chômage qui est là. Mais cette croissance même n'est pas inclusive, donc n'arrive pas à absorber cette croissance. Donc si nous voyons donc, du côté budgétaire, c'est-à-dire avec une monnaie spéciale, avec une économie spécialement primaire, et de l'autre côté, une croissance non inclusive, on se dit qu'il y a lieu d'agir donc, au niveau de cette transformation économique, mais cette transformation qui sera accompagnée par la transformation monétaire, comme je l'ai déjà dit. Oui, le principe de solidarité, au fait, c'est quoi? C'est en réalité, compte tenu de l'hétérogénéité structurelle qui est constatée aujourd'hui, parce que ça, c'est criard, l'hétérogénéité. Si vous prenez le PIB, par exemple, si vous prenez le facteur PIB, le Nigeria seul fait 70% du PIB de toute la CEDEAO. Le Ghana fait 15% du PIB de la CEDEAO. La Côte d'Ivoire fait 12 à 13% du PIB de la CEDEAO. Si vous mettez les trois pays, ça fait pratiquement 100%. Donc ça veut dire que les 12 autres pays, leur PIB ne dépasse pas 3% du PIB de toute la CEDEAO. Ça, c'est la première chose. Si vous prenez le facteur démographique, c'est-à-dire le marché potentiel qui existe, le Nigeria a 200 millions d'habitants. Et toute la CEDEAO en a 391. Ça veut dire que le Nigeria, la population du Nigeria dépasse la population des 14 pays réunis. Si vous prenez le PIB par habitant, il y a seulement le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Cap-Vert qui ont un PIB par habitant digne de ce nom aujourd'hui. Donc, si vous voyez cette disparité structurelle, économique entre les pays, vous allez comprendre qu'il y a lieu de se mettre ensemble. Si on veut vraiment faire quelque chose de sérieux avec l'éco, il faut de la solidarité. Et cette solidarité va se traduire par la mutualisation des réserves de change. Et c'est pour cela que les économistes, et j'ai suivi le professeur Kakonou à plusieurs reprises,
qui aimerait que l'intégration que nous allons faire et dans notre zone soit une réelle intégration, c'est-à-dire de type fédéral. Que ce ne soit pas juste une intégration simple. Parce que si l'intégration se fait dans le cadre du fédéralisme économique, le budget fédéral sera assez fort. Il a parlé même jusqu'à 30% du budget fédéral. Et il a donné l'exemple de ce qui se passe aux États-Unis et au Canada, que le budget fédéral est jusqu'à 30%. Tandis que si vous prenez une zone comme l'euro, ou une zone comme l'euro, le budget fédéral est autour de 1%. Et dans l'UEMOA, le budget de la Commission est de 0,3%. Quand vous avez un budget comme ça, vous ne pouvez pas faire un réel fédéralisme. Et je pense que la solidarité va être telle que le budget fédéral soit assez conséquent pour faire face aux chocs asymétriques. Les chocs asymétriques, c'est quoi? Ce sont des chocs qui affectent des pays individuellement dans la zone. Ce sont des chocs qui n'affectent pas toute la zone en même temps. Les chocs qui affectent toute la zone en même temps, ce sont des chocs symétriques que la monnaie va résoudre. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre, je crois, par cette solidarité. Cette décision du colloque se justifie puisque, je viens de le dire, qu'il y a une trop grande disparité entre les pays. Il y a une trop grande disparité entre les pays et tant qu'il n'y aura pas cette solidarité entre les pays, on ne peut pas faire réellement, on ne peut pas avoir une monnaie très forte. Les pays très faibles, comme la Gambie, le Togo, dont la population ne dépasse pas 8 millions, auront de sérieux problèmes à résister donc, dans cette atmosphère-là. Docteur, vous avez effleuré tout à l'heure un thème, le ticket d'entrée. Alors, pouvez-vous nous donner une idée? Que peut-on comprendre réellement par ticket d'entrée? Oui, le ticket d'entrée, tel que je l'ai compris, mais il y a peut-être les économistes qui nous expliqueront ça mieux, mais le ticket d'entrée, au fait, concerne les critères de convergence. Vous savez, il y a eu l'acte additionnel de l'UEMOA en 1999. Et cet acte additionnel dans cet acte additionnel, il y avait 4 critères de premier rang et 4 critères de deuxième rang. L'horizon d'évaluation était fixé en fin 2002. En fin 2002, on s'était rendu compte qu'aucun pays n'est arrivé à respecter les critères de convergence. On a dû modifier cet acte par 3 fois. Et l'horizon d'évaluation était reporté de même pour 2005, 2008 et 2013. Arrivé en 2013, on s'est toujours rendu compte que les pays n'arrivaient pas à respecter les critères de convergence. Acte additionnel qui maintenant a changé les critères de convergence en 5, dont 3 critères de premier rang concernant les indicateurs déficit, prix et dette, et puis 2 critères de deuxième rang concernant la masse salariale et la pression fiscale. Malgré cela, l'horizon d'évaluation qui a été fixée en fin 2019, en fin 2019, on s'est rendu compte que seulement 2 des critères ont pu être respectés par tous les pays. Et c'est seulement le Togo qui a pu respecter tous les critères. Donc, face à cette difficulté de respect des critères de convergence, il était
question de trouver une base. Est-ce que vous comprenez? Il était question de trouver des conditions minimales que tout le monde peut quand même respecter pour la création de l'écho. Étant donné que les critères deviennent très difficiles à respecter, il faut au moins trouver des conditions minimales sur lesquelles on peut se baser pour l'entrée et chercher les conditions de la convergence totale après. Et il y a un exemple qui a été donné également la dernière fois par rapport à ces critères de convergence. Nous avons une économie spécialement primaire, donc dépendant de l'agriculture, donc dépendant donc des saisons. Or, si nous avons une économie qui dépend des saisons, étant donné que les pays sahéliens et les pays côtiers n'ont pas les mêmes saisons, déjà, on ne peut converger que de façon épisodique. On ne peut pas converger de façon structurelle. Ça, les économistes l'ont encore expliqué la dernière fois. Donc, d'où la nécessité aussi de faire cette transformation structurelle de notre économie de manière à quitter une économie spécialement dépendante des saisons. Vous voyez? Donc, c'est ce qu'on peut comprendre par ticket d'entrée. Et il est dit que chaque fois que quelqu'un va respecter ce ticket d'entrée, il va faire son entrée dans l'éco. Et progressivement, on va évoluer pour aller vers une totale convergence qui nous amènera vers la monnaie unique. Je viens de dire, les critères de convergence de l'UEMOA sont au nombre de 5. Il y a les critères de premier rang, qui sont au nombre de 3. Critères de déficit. Il est dit que le ratio déficit budgétaire, donc compris, au PIB nominal, ne doit pas être moins de 3%. Pour ce qui concerne le prix, il est dit que l'inflation ne doit pas dépasser 3%. Et la dette, il est dit que l'encours de la dette intérieure et extérieure de chaque pays rapporté au PIB nominal ne doit pas dépasser 70%. Pour les critères de deuxième rang, ça c'est premièrement il y a les critères de salaire. La masse salariale ne doit pas être plus de 35% des recettes fiscales. Et enfin, la pression fiscale, ça veut dire que la pression fiscale, c'est-à-dire les recettes fiscales rapportées au PIB nominal, ne doit pas être inférieure à 20%. Donc, c'est de façon brève et schématique les différents critères de l'UEMOA. Ces critères sont importants dans le processus d'intégration monétaire parce que, à mon avis, cela permet de diminuer les risques de choc asymétrique. Quand vous essayez d'avoir les mêmes éléments de convergence, ça diminue les risques qu'un pays soit isolément exposé à un choc qui peut arriver. Donc c'est de créer une certaine harmonie et macroéconomique au sein de l'organisation.
Donc, dans une monnaie commune, les pays gardent leur souveraineté monétaire. C'est-à-dire que chaque monnaie va encore exister. Par exemple, au sein de l'UEMOA, il y aura toujours le franc CFA. Le Ghana va conserver son Cedi. Le Nigeria va conserver son Naira. La Gambie va conserver son Dalasi. La Guinée va conserver son franc guinéen, etc., etc. Mais à côté de cela, il y aura l'écho. Donc c'est ça qui fait la différence entre une monnaie commune et une monnaie unique. Dans la monnaie unique, les monnaies nationales disparaissent. Les pays perdent leur souveraineté monétaire et il n'y a qu'une seule structure, il n'y a qu'une seule autorité monétaire, c'est-à-dire qu'une seule banque qui gère tout en cas de monnaie unique. Tandis que en cas de monnaie commune, chaque pays ou chaque communauté garde également son autorité monétaire et sa monnaie. Oui, il est important, je pense que c'est important aujourd'hui, compte tenu de l'hétérogénéité structurelle dont nous avons parlé, qu'il est important de passer par une monnaie commune avant d'aller à une monnaie unique. Pourquoi? Parce que quand il y aura un début de solidarité, ce début de solidarité ajouté à un début de transformation structurelle de l'économie vont quand même permettre de créer la monnaie commune. Maintenant, une fois la monnaie commune obtenue, l'évolution dans la solidarité monétaire et également l'évolution de la transformation structurelle vont faire que nous allons passer vers une totale convergence qui pourra nous permettre de nous débarrasser progressivement des monnaies nationales pour faire de l'éco finalement une monnaie unique. Oui, les modalités de la création de la monnaie commune décidées par le colloque, c'est qu'il y a d'abord la liaison de la monnaie commune avec les monnaies nationales, comme on l'a déjà dit, suivant un taux qui sera décidé, qui sera discuté et décidé, et également selon une marge de fluctuation qui sera également décidée et surveillée par l'autorité monétaire que sera la banque de la CEDEAO. Donc tout ceci dans un système de corridor pour faciliter la circulation de la monnaie. Maintenant, de l'autre côté, cette monnaie sera définie par rapport à certaines monnaies, à un panier de monnaies représentatif des flux commerciaux de la zone, à savoir le yuan, l'euro, le dollar et la livre sterling. Et donc, ça va également, donc, souvent, un taux qui va permettre donc, les transactions. Les modalités, mon appréciation, c'est important parce que si vous prenez d'abord la conservation, on l'a déjà dit, la conservation des monnaies nationales et des souverainetés monétaires nationales, vous allez voir que la création de ce corridor dont on parle va permettre la circulation facile des monnaies d'un pays à un autre. Aujourd'hui,
vous ne pouvez pas facilement faire vos transactions, par exemple, avec le Ghana. Parce qu'il n'y a pas cette facilité d'échange. Donc, cela se justifie, et ce sera une bonne chose, pour faciliter d'abord la circulation monétaire intercommunautaire, au sein de la sous-région. Maintenant, le choix de ces monnaies également, ça se justifie. D'abord parce que c'est basé, le panier de monnaie, c'est basé sur les flux commerciaux de la zone. Donc ce sont des zones avec lesquelles nous avons déjà une tradition d'échange. Et quand il y aura donc un taux qui sera fixé, vous allez voir que ça va faciliter les échanges internationaux entre la zone euro et également ces zones dont on a choisi les monnaies. Oui, effectivement, comme vous le dites, avant la déclaration du 28 mai, nous avons fait une sortie au cours de laquelle nous avons émis certaines inquiétudes qui sont revenues également dans la déclaration du 28 mai. Ça nous a fait plaisir parce que ça nous a montré quand même que nous suivons humblement que nous sommes en train de suivre les choses. D'abord, nous avons parlé des difficultés d'observance des critères de convergence. Nous venons déjà de le dire, et toutes les difficultés qu'il y a à observer donc, ces critères de convergence. Et nous étions heureux de constater que la déclaration finale est revenue sur ça, en parlant donc du ticket d'entrée. Donc ça veut dire qu'ils ont reconnu effectivement que les critères de convergence constituent un problème et que s'il faut attendre de respecter totalement ces critères de convergence avant d'aller à la monnaie unique, cela ne sera pas facile. Le deuxième point sur lequel également la déclaration est revenue, c'est l'inflation, c'est le taux d'inflation. Nous avons proposé dans notre interview qu'on peut desserrer les taux d'inflation jusqu'à 10%. Parce que nous estimons que jusqu'à 10%, ça peut booster la croissance, ça peut booster la production sans avoir d'effet néfaste, sans avoir d'effet négatif inverse donc sur la croissance. Nous étions aussi heureux de constater qu'il y a eu le desserrement des taux d'inflation de 4 à 8%. Donc ils ont desserré jusqu'à 8%. C'est vrai qu'on n'a pas desserré jusqu'à 10% comme nous l'avons dit, mais c'est déjà quelque chose d'intéressant. Si vous prenez le régime de change, nous avons proposé un régime flexible. Nous savons que ce n'est pas si simple, le régime de change. Nous qui ne sommes pas économistes, nous pouvons le dire aussi simplement. Mais les économistes eux-mêmes savent le casse-tête que constitue réellement un régime de change. Mais nous avons quand même néanmoins proposé un régime flexible et nous avons également constaté que la déclaration a fait également la proposition d'un régime flexible. Pour ce qui concerne la garantie de convertibilité illimitée inconditionnelle, nous avons déjà émis les réserves que cette garantie de convertibilité et le rôle que ça joue dans l'extraversion de notre économie. Mais nous avons toujours, surtout, évoqué le paradoxe selon lequel on maintient la garantie de convertibilité, mais on se débarrasse des réserves de change. Nous avons déjà émis ce paradoxe-là. Et nous sommes également contents que la déclaration ait proposé d'abandonner carrément la garantie de convertibilité. Il y a également la solidarité. Nous étions revenus également sur la solidarité. Nous avons également parlé de la solidarité. Et également, ils sont revenus sur cette solidarité qui est très importante. Pour ce qui concerne la transformation structurelle de notre économie,
nous avons dit dans notre interview qu'il faut renforcer le secteur tertiaire, en l'occurrence le tertiaire non marchand. Nous avons dit marchand comme non marchand, mais en l'occurrence le secteur non marchand, qu'il faut renforcer ce secteur pour redynamiser le secteur primaire et installer un véritable secteur secondaire. Donc, nous sommes également heureux que cette déclaration ait parlé de la transformation structurelle de notre économie. Notre mot de fin, c'est que nous avons été assez contents. Nous avons été quand même satisfaits des décisions qui ont été prises au cours de ce colloque. Mais nous avons aussi des propositions, quelques propositions à faire. Certainement que nous allons mettre ça sous papier et que nous allons envoyer au comité d'organisation. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.